La coopération est l'union des efforts et des ressources de plusieurs individus en vue d'un intérêt commun. Ce n'est pas une vertu nouvelle. Elle a toujours existé. À travers les âges, elle a pris divers aspects. Dans la campagne du Québec, la coopération depuis 300 ans s'est manifestée sous toutes sortes de formes spontanées. C'est ainsi que, depuis l'origine du Canada français jusqu'au siècle dernier, nous trouvons dans l'aide entre voisins et dans les corvées traditionnelles le germe de la coopération. Ici, c'est le défrichement. Les voisins sont venus faire de la terre neuve, car les forts isolés n'auraient jamais eu raison de ces arbres géants. Là, c'est le battage, où le cultivateur doit encore demander l'aide du voisin ou l'usage de ses chevaux. À son tour, il ira demain, dans quelques fermes du même rang, offrir ses services. C'est encore pour le broyage du lin que les habitants du voisinage conjuguent leurs efforts. Les petits alimentent le feu commun, les femmes, tout en travaillant, rendent la tâche plus légère en rythmant de leur chant du terroir le geste des travailleurs. C'est le jour où l'on fait boucherie. Après l'abattage du porc, les voisins regagneront leur foyer en portant un morceau de viande fraîche. Les fêtes se multiplieront et grouperont autour d'une même table tous les aides bénévoles. La corvée réunit aussi les gens du rang ou du village pour la construction d'une grange, pour les semences ou les récoltes, pour l'épluchette de blé d'Inde ou le plumage des oies. Les vieux assignaient les tâches, les plus jeunes allaient au champ ou restaient sur le chantier. Et c'est à qui, au soleil couchant, quitterait le dernier le lieu de la corvée. Toutefois, cet esprit de coopération spontanée ne pouvait suffire à améliorer le sort des cultivateurs du Québec. Le cultivateur ne pouvait pas compter uniquement sur l'aide charitable des voisins. L'insuffisance de revenus et l'impossibilité d'obtenir du crédit entraînent trop souvent la pauvreté. Le rude travailleur,
L'œil chagrin et le cœur lourd contemplent ces champs dénués et voient ces animaux brouter dans des pâturages trop maigres. Cette maison délabrée, ces dépendances que menace la ruine, sont des symboles du manque de foi dans la terre. Or, le miséreux peut-il être satisfait de son sort? L'honnête aisance n'est-elle pas une source de vertu? L'homme des champs qui ne croit plus dans la terre n'a qu'à laisser là le sillon entrouvert. La pauvreté engendra la négligence. Mais toute pauvreté ne peut être imputée à la négligence de tant de terriens ruinés. Le besoin de crédit pour réparer les maisons et les dépendances ou acquérir de nouveaux moyens de culture fut aussi, bien souvent, la source de la misère. Et dans trop de foyers, l'homme au cœur cependant si fort, la femme à l'âme si généreuse, étudie tristement leur bilan, en présence même des enfants qui auraient droit de tout attendre de la terre, des petits qui ne soupçonnent même pas que se décide ce soir-là tout leur avenir et tout leur bonheur. Et c'est ainsi que le lendemain, l'homme prit la route, hélas, trop familière de l'usurier du village. Celui-ci ne consentait un prêt qu'à 25% d'intérêt. C'était à prendre ou à laisser. Notre homme voulut lutter encore. Fort d'un dernier espoir, il dirigea ses pas ailleurs. Mais quelle sûreté pouvait donc donner en garantie ce pauvre homme aux portes de la faillite? Nouvelle déception. Ce fut l'échec final, l'abandon de la terre, l'encan. Et ce jour-là, on accrocha un simple écriteau, comme pour raconter en si peu de mots la tragique histoire d'une maison abandonnée. Le départ, ce fut le départ vers quelques villes, dernier mirage. Le triste exode que celui de ces braves gens et de ces pauvres petits, loin de la maison de leurs rêves, dont la silhouette même va bientôt disparaître dans le nuage de fumée du train qui les emporte. Devant tous ces problèmes tragiques que l'on vient de considérer, besoin de crédit, pauvreté rurale, l'usure, abandon de la terre, exode vers les grandes villes cruelles et impitoyables, un homme, Alphonse Desjardins, voulut enrayer les causes du mal et fonda à Lévis en 1900 la première caisse populaire du Québec. Ce geste initial allait bientôt se répéter et créer dans les cadres paroissiaux de nos villages des coopératives d'épargne et de crédit.
Un petit groupe d'hommes sérieux, intègres et dévoués, il n'en faut pas plus pour former le noyau d'une future caisse. Au prône, ce jour-là, le curé encourageait leurs gestes. Et ces hommes prépareront sans délai l'organisation de leur caisse qui complétera bientôt leur vie paroissiale. Souvent, ce sont des équipes d'études de l'Union catholique des cultivateurs qui ont favorisé la fondation de nouvelles caisses. Au cours d'une première réunion, les futurs sociétaires reçoivent la visite d'un propagandiste. Il explique aux nouveaux coopérateurs la nature, le but et le fonctionnement d'une caisse. Il en souligne les avantages, il donne les directives, il rappelle que la caisse est une institution démocratique dirigée par ses sociétaires dans leur intérêt commun. Et plus tard, les chefs de file, après une étude sérieuse du projet, décident de fonder une caisse. À la salle paroissiale ou dans quelques grandes cuisines du village a lieu l'assemblée dite de fondation. Ces hommes choisissent leurs administrateurs, tout comme ils élisent leur conseil municipal ou leur commission scolaire. Un conseil d'administration dirigera donc les destinées de la nouvelle caisse. Une commission de crédit chargée d'étudier les demandes d'emprunt et de consentir les prêts sauvegardera les intérêts des sociétaires. Un conseil de surveillance veillera à la bonne gestion de toutes les affaires de la caisse locale. Au cours de cette réunion de fondation, les sociétaires devront signer leur déclaration d'adhésion, verser leur part sociale et choisir un gérant. Le premier but d'une caisse est d'enseigner et d'encourager l'épargne. C'est une école d'ordre et d'économie. La caisse, réservoir de petites épargnes, progressera grâce aux économies de la ménagère. Grâce aux sous des tirelires d'enfants. Ces enfants prendront eux aussi la route de la caisse populaire ou de la caisse scolaire et apprendront à leur insu la grande vertu de l'épargne. La mise en commun des économies, petites et grandes, permettra à la caisse d'épargne d'être à la fois une caisse de crédit. Par l'épargne, elle enseigne la prévoyance au peuple. Par le crédit, elle le protège contre la pauvreté. La commission de crédit, qui généralement est composée de 3 membres, élus par les sociétaires, autorise les prêts après une étude sérieuse de la demande d'emprunt. Cet homme, grâce à sa probité et son esprit de travail, obtient l'argent nécessaire pour acheter rubis-sur-l'onde de l'outillage pour sa ferme. Il pourra rembourser cette somme par petits versements à un taux d'intérêt avantageux. La caisse prête aux sociétaires qui veulent améliorer les méthodes de production et augmenter le rendement de leur ferme. Le prêt consenti pourra servir à l'achat d'instruments oratoires, d'outillages nouveaux. Dans certains endroits, c'est à la société coopérative agricole ou au magasin coopératif que le cultivateur pourra faire ses achats. La caisse prête donc pour des fins productives.
Ces prêts font fructifier le travail et favorisent les initiatives des sociétaires. Elles prêtent aussi pour des fins avantageuses, par exemple pour permettre aux sociétaires de faire une économie par l'achat au comptant de choses pour la ferme, de bidons de lait, de harnais ou encore de matériaux de construction. Les animaux de la ferme, les bovins, les porcs, les oiseaux de basse-cour reçoivent une alimentation mieux équilibrée. Des moulées préparées contiennent les vitamines nécessaires pour le développement des animaux et pour augmenter par le fait même la production des troupeaux. Le cultivateur peut acheter d'avance à la coopérative de bonnes semences, les engrais et amendements requis pour enrichir le sol. L'un de ces engrais, le chaulage, corrigera l'acidité de la terre. Le drainage assainira le sol et en augmentera le rendement. Ainsi, par l'aide qu'il reçoit de sa caisse, le cultivateur peut améliorer son bien. C'est parfois un nouveau cheval qu'on achète, mais après un examen minutieux, bien entendu. Et pour celui qui rêve de mécaniser sa ferme, voilà une bien belle acquisition. L'appui financier qu'il obtient de la caisse lui permet de l'acheter à meilleur compte. Vous voyez ce coin riant d'une paroisse rurale du Québec? Eh bien, une partie en deviendra bientôt le patrimoine de ce cultivateur qui, avec l'aide de la caisse, pourra acquérir cette ferme. Qui a une belle grange, une belle terre à bois, et une érablière des plus riches. Ce jeune couple entrevoit maintenant l'avenir avec confiance. La caisse leur a ouvert la voie vers une saine prospérité. Cette somme leur permettra de s'établir sur la belle terre qu'ils viennent d'acquérir. À mesure que la caisse se développe, elle peut prêter des sommes plus considérables et satisfaire ainsi à des besoins plus grands, soit des individus, soit des corps publics. Nous visiterons la paroisse Saint-Anselme, où le mouvement coopératif a de nombreux adeptes. À Saint-Anselme, le cultivateur voit dans la coopération le prolongement de sa ferme. Ici, le magasin coopératif.
La Société coopérative agricole. Le couvoir coopératif. Les coopérateurs doivent posséder un poulailler tenu dans certaines conditions hygiéniques déterminées par les règlements du gouvernement provincial. On n'y élève que des poules de race. Les poulets sont vendus par l'entremise du couvoir coopératif. Ce poste sert à la classification des œufs avant l'expédition sur les marchés. Dans la même paroisse, il existe aussi une boulangerie coopérative. La beurrerie est aussi la propriété des coopérateurs. Sous le plan coopératif, la paroisse n'a qu'une seule beurrerie, mais mieux outillée. Voilà quelques réalisations du mouvement coopératif à Saint-Anselme. Or, la caisse est le moteur de toute cette activité, le point de départ de ces coopératives. Une caisse est composée d'un conseil d'administration, d'une commission de crédit qui consent des prêts pour fins productives et d'un conseil de surveillance élu par les sociétaires. Ce dernier a la tâche de vérifier et de surveiller toutes les opérations financières de la caisse. Ces transactions sont contrôlées à la caisse locale et au besoin à l'union régionale. L'union régionale groupe un certain nombre de caisses sans les priver de leur autonomie. Elle place un service de propagande et de surveillance à la disposition des caisses de leur région. La plupart des unions opèrent une caisse régionale qui reçoit les surplus de fonds en attendant leur utilisation et facilite les échanges. Les unions régionales sont administrées par des dirigeants qu'élisent chaque année les délégués des caisses locales. À Lévis se trouve le siège social des caisses populaires Desjardins. La fédération est le cerveau de toute l'œuvre des caisses populaires Desjardins. Un coup d'œil au bureau de la fédération suggère bien toutes les activités qui découlent des relations avec les unions régionales et les caisses populaires. Service d'inspection, service légal, service de statistique. Service de propagande qui publie entre autres l'organe officiel des caisses, la revue Desjardins. Lors d'un récent emprunt de la victoire, la Fédération remit au gouvernement canadien, au nom des caisses et de leurs sociétaires, un chèque de 8 130 000 $. Ces obligations représentent les économies de milliers de sociétaires. La fédération est le groupement des unions régionales, dont la fonction est d'assurer l'unité d'action dans la propagande, la surveillance et l'administration des caisses. L'honorable sénateur Cyril Vaillancourt, directeur gérant de la fédération et continuateur de l'œuvre d'Alphonse Desjardins. L'œuvre du fondateur devait en peu d'années franchir les frontières paroissiales de Lévis pour créer dans des centaines de paroisses du Québec ces coopératives d'épargne et de crédit. Au 1er janvier 1945, on comptait dans la province de Québec 902 caisses, 10 unions régionales, 303 000 sociétaires.
tel que le représente le graphique, ce mouvement coopératif qui compte à peine 45 ans d'existence possède aujourd'hui un actif de 112 millions de dollars. Il existe aussi des credit unions, autres coopératives d'épargne et de crédit répandues dans toutes les provinces du Canada. La Caisse populaire est une œuvre de régénération économique. Les citoyens de nos paroisses perfectionneront leur méthode de travail et se dégageront de leurs entraves. Ils ne connaîtront plus la gêne. Ils auront foi en la terre. Ils apprendront à la mieux connaître, à la mieux travailler, à l'aimer davantage. Travailleront dans la paix et dans la concorde à enrichir le patrimoine familial. Sur quoi repose donc la coopération? Sur l'esprit de travail, l'amour du progrès, le sens social, les vertus de justice et de charité sociale. La devise de la coopération, chacun pour tous, tous pour chacun. Quelle est sa loi? S'aimer et s'entraider les uns les autres. Quel est son but? Le bien-être économique des peuples. La coopération oriente la jeunesse de notre pays pour en faire un peuple fort, ayant foi dans la terre, ayant aussi foi dans l'avenir.